Alors, moi, ce que je fais, moi, Ah, ok. Ah, j'ai bien compris. ce que je fais en général, c'est que au tout début, en défilé, on sait à peu près ce que veut le client. Par exemple, un client qui nous dit je veux une voiture. Okay. Et qu'au fur et à mesure qu'il voit que les choses évoluent plutôt pas mal, il se dit tiens, bah, finalement, je pourrais avoir un hélicoptère. Hein. Tu vois? Ok. Tu vois? Et là, c'est juste de recadrer un petit peu les choses. Okay. Parce qu'on est parti sur une base d'avoir une voiture. On ne va pas se mettre à vouloir pousser, Ça, placer moi. des ailes. Voilà. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall et re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle Madame Abigail Yet Akatbo. C'est bien ça, non? Oui. Ah, je l'ai bien dit, finalement. Merci. Bienvenue au cercle. Merci beaucoup pour l'invitation et d'avoir permis ma présence sur ce plateau. En tout cas, merci. Je suis honoré. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter brièvement qui est Abigail? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Abigail, avant tout, elle est maman de deux magnifiques garçons. Elle est agiliste avec un background de développeur. Elle est aussi breastfeeding advocacy. Elle est militante soutien pour l'allaitement maternel avec Vinon. Vinon. Ouais. Et c'est quoi Vinon? Alors Vinon, c'est une organisation que j'ai fondée, j'ai mis en place pour aider les mamans qui travaillent à pouvoir poursuivre l'allaitement exclusif de leur bébé jusqu'à 6 mois. Les mamans qui le souhaitent, bien évidemment, parce que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Et donc, je l'ai fait. Pour l'avoir expérimenté, je l'ai fait 2 fois pour mes deux bébés. Et donc, je sais que c'est possible. Mais c'est juste un petit peu difficile, hein. Bon, naturellement, dans la vie, rien n'est facile. C'est juste, voilà, il faut juste s'y donner, il faut juste s'y mettre, mais quand on veut, on peut. Et donc, Vinon est là pour informer les mamans, pour leur donner les bonnes informations. Comment est-ce qu'il faut exprimer son lait, déjà même avant l'accouchement. Quelles sont les dispositions, quelles sont les informations, les dispositions à prendre pendant et juste après la délivrance. Et voilà, Vinon est là pour conseiller les mamans, pour les coacher, pour les accompagner tout au long de ce processus-là, parce que ça peut être compliqué quand on n'est pas vraiment outillé. Et donc, on est là pour apporter tous les outils en termes de conseils et même en termes de outils d'aide à l'allaitement. Je veux parler des tire-laits, des sachets de conservation, des sacs isothermes, enfin tout ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire et tout le conseil nécessaire qu'il faut pour que les mamans puissent réussir l'allaitement exclusif. Comment tu fais ça? Comment tu peux faire Vinon, être agiliste? Bon, on va revenir sur ce que c'est que l'agilité, être développeur numérique. Et puis Vinon, comment tu peux combiner 3 boulots en même temps? Explique-moi c'est quoi le secret. Alors, je sais que je suis un homme à 12 métiers, mais j'ai jamais vu une femme à 15 métiers. Merci, je prends ça comme un compliment. Alors, il y a pas vraiment de secret, c'est des choses. C'est tous des choses qui me tiennent à cœur. C'est tous des passions. Et donc, on va dire, quand on fait ce qu'on aime, c'est facile de trouver le temps pour. Je pense. Je pense, ok. Voilà. Maintenant, l'agilité. Bon, j'avoue que c'est un nouveau phénomène. Et j'ai eu la chance de recevoir sur le cercle un de vos amis, un de vos collaborateurs qui est Alex Baghedi. Ouais. Qui nous a expliqué un petit peu l'agilité, qu'est-ce que c'est que ses avantages, ses inconvénients et ce que fait l'atypique digital. Maintenant, aujourd'hui, je vais aborder l'agilité sous un autre angle, plutôt dans l'angle de le retour d'expérience, agilité dans la vraie vie, dans la vie personnelle, mais aussi dans le milieu professionnel. En tant que consultante d'agilité dans pas mal d'entreprises,
Si tu peux nous résumer ton expérience par rapport à l'agilité, ses avantages, ses inconvénients, quels sont les principes que tu donnerais en fait? Alors, bon, je vais juste peut-être revenir un petit peu en arrière. Mais d'abord, ouais, explique ce que c'est que l'agilité pour les L'agilité. nouveaux qui nous écoutent. D'accord. Oui. Donc, l'agilité, c'est des pratiques, on va dire, c'est des pratiques qui permettent qui font focus sur l'essentiel. C'est-à-dire en entreprise comme dans la vie courante, quand on a envie de faire quelque chose et que on y va avec les pratiques agiles, on fera focus sur tout de suite sur ce qui est essentiel, sur ce qui peut apporter de la valeur, ce qui peut nous aider à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé rapidement. Donc ici, ce n'est pas de tout de suite dire ça, mais c'est vraiment d'aller vers l'essentiel. Et aussi, en même temps, d'apprendre de nos erreurs. Bon, parce que on n'est pas exempt de faire des erreurs, naturellement. On va en faire, on en fera toujours. Mais c'est d'apprendre de ces erreurs-là pour aller de l'avant. Donc, l'agilité, c'est des pratiques qui permettent de faire focus sur l'essentiel, sur la production de valeur, d'apprendre de nos erreurs et d'en faire un socle pour ne plus les répéter et pour aller de l'avant. Mais comment on fait focus sur l'essentiel? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour faire focus sur l'essentiel ou comment ça marche dans la vraie vie? Alors, par exemple, faire focus sur l'essentiel, je veux dire, par exemple, vous avez envie de développer une application. Disons, vous voulez mettre en place une application qui permettrait aux gens qui veulent passer dans votre podcast de s'inscrire, de renseigner leur thème, etc. C'est une application, disons une application mobile que vous voulez mettre en place. Alors, allez vers tout de suite l'essentiel. Ce ne serait pas de rester là à dire, à faire une sorte de planification. C'est vrai, on va toujours planifier, mais aller vers l'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qu'il me faut, de quoi est-ce que je dispose aujourd'hui pour faire cette application-là. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je n'ai pas? Quelles sont les ressources que je peux tout de suite avoir aujourd'hui et pourquoi est-ce que je vais devoir dépenser plus d'efforts pour atteindre ça? L'application, c'est votre produit, c'est ce que vous voulez avoir au final. Maintenant, les différents steps, les actions que vous allez mettre en place, quelles sont les actions que vous allez mettre en place progressivement pour atteindre cet objectif-là? Donc, c'est dans ça qu'on parle d'aller tout de suite vers l'essentiel et d'aller vers la valeur. Voilà. C'est comme, dans le domaine de la qualité, moi, je suis un ingénieur qualiticien. Donc, dans le domaine de la qualité, on est plutôt focus sur l'organisationnel, sur le système, sur l'organisation, sur les méthodes. Et que dans ce domaine, vous n'avez pas besoin d'avoir un client pour améliorer votre système. Par exemple, votre entreprise, c'est un peu comme votre maison. Vous cherchez tout le temps à optimiser, à améliorer les performances et vous faites au fur et à mesure que vous soyez, que vous ayez des clients ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez vos exigences internes avant d'avoir des exigences externes par rapport aux clients. Alors que chez l'agilité, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que l'exigence est toujours formulée de la part du client. Ma question c'est, est-ce qu'on peut faire de l'agilité sans client, quoi? Alors, tout dépend de ce que vous appelez par client. Par exemple, chez moi, à la maison, je fais de l'agilité chez moi à la maison. Comment tu fais de l'agilité chez toi? Je fais de l'agilité chez moi à la maison. Par exemple, quand on planifie les vacances, déjà au début d'année, on veut aller en vacances. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller en vacances? Où est-ce qu'on va? Le produit final, c'est de partir en vacances. C'est ça ce qu'on veut finalement. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. C'est de pouvoir partir en vacances. Maintenant, ce qui va se suivre, c'est toute une étape où on fera par exemple des itérations par semaine ou par mois ou chaque 2 semaines. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une itération? Alors une itération. Mollo, doucement. C'est quoi une itération? Alors une itération, ça va être, on va dire, un cycle. Ça va être une sorte de période cyclique qu'on va répéter fréquemment. Donc tout au long de, on va dire du produit, du développement du produit. Donc dans notre cas, une itération, ce sera par exemple mensuellement, chaque fin du mois. Et le produit, c'est de partir en vacances et notre itération, c'est chaque mois. Le premier mois, par exemple, on va dire, on va essayer de faire un benchmark. Où est-ce qu'on va? On va regarder auprès des membres de la famille où est-ce qu'ils ont envie d'aller, quelles sont les destinations qui les intéressent, etc. Et à la fin de ce mois-là,
On aura fini de benchmarker, on aura déjà à la fin de ce mois une destination. Donc, on fait un pas vers le fait d'aller en vacances. Parce qu'on va pas se lever un jour pour dire on va à vacances, on va ci, on va ça. Donc, le premier step, c'est de faire une sorte de benchmark pour savoir où est-ce qu'on va. Et à la fin de l'itération, à la fin du premier mois, on saura où est-ce qu'on a envie d'aller. Et puis bon, il y a d'autres steps qui vont suivre. Puisqu'on connaît la destination, maintenant, on pourra peut-être penser à réserver. Une fois qu'on aura pensé à réserver, on pourra essayer de voir le prix des hôtels, etc., etc. Non, mais parce que, en fait, je vois ça de manière générale. Bon, là, je suis en train de suivre une formation en gestion de projet qui est carrément différente de l'agilité. Mais en gestion normale de projet, vous connaissez les étapes. La partie préparation, ensuite, planification, exécution, maîtrise, surveillance. Et la dernière phase, c'est la phase de clôture. Avec la livraison des livrables, quoi. Mais dans une méthode normale de gestion de projet, d'habitude, quand on parle d'un projet, ça veut dire qu'on a un travail temporaire à réaliser dans un espace bien défini, avec des coûts et des ressources. Vous voyez un peu. Déjà, ça veut dire qu'il y a un client déjà. Et le client a mis en place ses différentes exigences, ses besoins et ses attentes. Par exemple, si c'est un projet de construction, vous avez un plan déjà validé. Si, par exemple, c'est un projet de restructuration, vous avez une organisation déjà validée, ainsi de suite. Mais dans l'agilité, j'ai l'impression que les activités sont simultanées. Il y a plusieurs choses qui se font en même temps. Et j'ai du mal à faire la différence. Bon, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez faire une petite différenciation entre gestion de projet et l'agilité? La méthode prédictive et la méthode agile. Alors, je pense que de mon point de vue, la plus grande différence, c'est que chaque itération, maintenant qu'on sait tous ce que c'est qu'une itération, c'est que chaque itération est un projet. Ok. Un mini-projet. Un mini-projet. Ok. Voilà. Chaque itération, de mon point de vue, de l'analyse que j'ai pu en faire et de ma compréhension, chaque itération est un mini-projet. Voilà. Et un mini-projet. Donc, si on gère un grand projet, au lieu de le faire sur le plan macro, de planifier en macro, d'exécuter en macro, de contrôler à la fin, avec l'agilité, au fur et à mesure, chaque étape est considérée comme un mini-projet. Un mini-projet, voilà. Et à la fin de chaque étape, on valide, on livre avant d'aller à l'étape suivante. Exactement. On inspecte et on adapte. Donc, on regarde comment est-ce qu'on a pu, les objectifs qu'on avait au début, comment est-ce qu'on a pu les atteindre? Est-ce que les outils dont on a fait usage pour les atteindre, est-ce que c'est les bons? Est-ce que c'est à la fin, en fait, on fait une sorte on va dire, de rétrospective, ou si je peux me permettre, d'introspection, je sais pas trop comment l'appeler. En général, on l'appelle une rétrospective. On fait une rétrospective pour voir, pour inspecter le outcomes, les résultats, les outputs, quoi. Voilà, les outcomes de notre itération, de ce qu'il en est sorti. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on a fait le travail, ce qu'on avait dit déjà au début qu'on allait atteindre, comment est-ce qu'on a pu l'atteindre, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce qu'il y a des pratiques sur lesquelles il faut revenir, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Donc, on regarde tout ça et on apprend de cette première expérience-là. Et voilà, on répétera l'expérience au fur et à mesure, on répétera les itérations pour à chaque fois, à chaque fin d'itération, avoir quelque chose qui nous rapproche, quelque chose de valeureux, qui nous rapproche le plus possible du produit, de ce qu'on veut avoir à la fin. Donne-moi un exemple. Tu as déjà accompagné plusieurs projets. Donne-moi un exemple de projet agile. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je vais toujours continuer dans ton exemple de ton application mobile, par exemple. Vas-y. Donc, on va dire, dans le premier itération, on pourra dire connexion. C'est-à-dire à la fin de l'itération, avoir une application où un utilisateur viendrait et pourrait se connecter, saisir un login, un mot de passe et se connecter. Donc, à la fin de notre première itération, on verra si effectivement on a un APK, une application, un bout d'application, on va l'appeler comme ça, si on a un bout d'application qui nous permet effectivement à un utilisateur lambda de saisir son login, son mot de passe et de se connecter. Okay. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous rapproche de ce qu'on veut avoir au final. Ok, je vois. Et en termes de coût, parce que si je comprends bien, le projet est découpé en plusieurs mini-projets. Ça veut dire que en gestion de projet normal, on est en mode séquentiel.
On fait A, après on va faire B, on va faire C, D jusqu'à la fin, quoi. Alors qu'en méthode agile, c'est par simultanéité, en fait. On peut faire A en même temps qu'on fait B, en même temps qu'on fait C, et à chaque fin de phase, on analyse, après je donne un exemple, par exemple. Je connais pas, mais j'imagine que l'application Orange Moi ou Orange Money, ça arrive parfois qu'ils reçoivent des réclamations. Et ces réclamations sont prises en compte par l'entreprise, par Orange. Et après, parmi ces réclamations, certainement, on va choisir des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités à rajouter. Donc, dans ce cas-ci, je comprends si on utilise Agile, parce que vous avez une fonctionnalité, un ensemble d'exigences, vous mettez en place cette demande-là, et après vous attendez jusqu'à 2 heures du matin pour faire la mise en service, les plans de release, ainsi de suite. Mais ça a un coût, non? En fait, ma question c'est, en termes de coût, choisirais-tu un projet? Qu'est-ce qui est plus économique pour un client, de faire le projet en mode séquentiel ou en mode simultané? Alors, je dirais que tout dépend du type de projet que c'est. Mais personnellement, si la question m'est posée, je suis agiliste, donc naturellement, naturellement, je choisirais l'agilité. Parce qu'en fait, moi, je pense que ce qui est bien en tant que client, si je suis le client, ce qui me rassurait, c'est de savoir que fréquemment, j'ai quelque chose qui me permet de voir quelque chose de concret, qui me permet de voir la direction qu'est en train de prendre le produit que je veux avoir au final, cette direction-là, et d'avoir cette chance d'ajuster. Par exemple, au début, je veux une voiture. Je veux faire construire une voiture. Maintenant, bon, au fur et à mesure qu'on fait des itérations, on met le capot, on met le truc, mais je peux changer. Si on attend à la fin et qu'on me présente la voiture, je dirais non, telle partie ne me convient pas. Alors que techniquement, la partie dont je parle qu'elle ne me convient pas, pour pouvoir faire en sorte que ça me convienne, il faudrait peut-être faire beaucoup de changements. Okay. Alors qu'en cours de développement, pendant qu'à la fin de chaque itération, on est en train de rajouter des briques progressives à mon produit, à ce que je veux au finalement, je peux inspecter et dire non, au final, ça me conviendrait mieux que ce soit comme ça. Et c'est plus facile de changer pendant qu'on est en train de développer, de mettre en place le produit, que d'attendre à la fin. Je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord. Voilà. C'est comme ce qui s'est passé avec Volkswagen, en fait. Imagine si on construisait des véhicules qu'on a déjà mis sur le marché et qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des défaillances. On va devoir faire un rappel. Exactement. Payer les frais de livraison, d'expédition. Donc, c'est des coûts énormes. Même sur la courbe, en fait, sur la courbe des coûts et conformité, plutôt l'heure est détectée. Et détectée, voilà. Mieux c'est, quoi. Voilà. Moins ça coûte, quoi. Voilà. Mais si c'est détecté à la fin du processus, ça va coûter plus cher. Exactement. Et même en agroalimentaire aussi, on fait des inspections et des contrôles dans chaque étape. Parce que si le produit est déjà fini, on va devoir jeter tout le lot, quoi. Exactement. Donc, je comprends. Mais je pense pas que ça applique sur tous les projets. Oui, justement, c'est ce que je disais au début. Est-ce que l'agilité peut être appliquée sur tout type de projet? Alors, l'agilité s'applique aux projets, on va dire, aux projets complexes. Okay. C'est idéal pour les projets complexes. Maintenant, comme je le disais, ce n'est pas dans tous les cas que on peut, voilà, c'est bien, hein, c'est bien en tant que moi je suis agiliste, donc je vais tout de suite. Je vois que tu défends ta cause, mais bon, moi aussi je suis là pour défendre. C'est pas que je défends ma cause, mais je vais tout de suite vouloir appliquer l'agilité dans tout. Mais il faut être honnête, il faut vraiment étudier la situation pour savoir si l'agilité est ce qu'il faut et aussi quelles pratiques agiles il faut pour la situation. Quelles sont les différentes pratiques agiles? Alors, les frameworks, on en a beaucoup, hein. On a Scrum, le plus populaire. Okay. Voilà. On a Kanban. Scrum, c'est? Moi, je comprends, mais on parle avec des gens, là. T'as vu ta caméra, là? Que je regarde pas. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi Scrum? Donc, simplifiant. C'est quoi Scrum? Alors, Scrum, c'est un framework, c'est une boîte à outils, si on peut l'appeler comme ça, un toolbox, okay, pour aider à développer des produits dans des environnements complexes. Okay. Voilà. Donc c'est un framework agile, c'est un ensemble d'outils, et de pratiques agiles pour voilà, mettre en place un projet
de manière incrémentale avec des itérations et tout ça. Ok. Il y a Kanban aussi. Kanban, c'est... Oui, Okay. il y a Kanban aussi. Kanban avec les tableaux Kanban, je crois que c'est assez populaire aussi. Les tableaux en eux-mêmes sont populaires, mais Kanban, j'ai déjà voilà. entendu le tableau Kanban. C'est pas les tableaux où on explique l'évolution du projet. Alors, to be done. Exactement. C'est des tableaux qui sont très simples. Okay. C'est to do, done, to do, in progress and done. Done, c'est ça. Ce qu'on a à faire, ce qui est en train d'être fait et ce qui est fait. Voilà. Ouais. Maintenant, en fonction des besoins, on améliore voilà, justement, l'agilité, c'est pas un truc figé. C'est évolutif. Donc, en fonction des besoins, en fonction des projets, des produits à mettre en place, les tableaux Kanban sont revus. Tu peux avoir, basiquement, on a 3 colonnes. Mais on peut se retrouver avec des tableaux Kanban avec plusieurs colonnes au besoin. C'est vraiment au besoin par rapport à la situation, par rapport au contexte. Ok. Bon, pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire des Chinois là. C'est simple ce qu'on s'est dit. C'est juste qu'on est en train de discuter sur les différentes manières de gérer un projet, de gérer une entreprise. Donc, c'est comme en management, il y a plusieurs techniques, plusieurs outils, plusieurs principes de management. Là aussi, en termes de projet, en termes de gestion d'un objectif ou bien des résultats sollicités, il y a plusieurs manières, plusieurs outils, plusieurs cadres de travail que nous pouvons utiliser pour arriver au résultat voulu. Et nous sommes en train de les discuter petit à petit. Elle avec ses termes techniques, moi avec mes termes généralistes. Et j'espère que durant cette conversation, vous allez pouvoir comprendre un petit peu. Mais maintenant, mon problème, moi, c'est quoi? C'est les coûts, quoi. Je reviens sur les coûts. Les coûts, ok. Parce que, en fait, j'imagine qu'avec l'agilité, les coûts ne sont pas du tout prévisibles. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Parce que dans un projet, d'habitude, projet normal, on a un coût, ou bien un intervalle de coût, quoi. Déjà, fourchette maximale, fourchette limite. Et en détail, on sait ce que coûte chaque partie ou chaque phase. Mais si on fait l'agilité, si on fait ce que tu préconises, le fait de gérer les différentes phases par mini-projet, et que dans chaque phase, il peut y avoir des changements, des modifications, j'ai l'impression que les coûts peuvent changer tous les jours, comme c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, c'est justement pour ça, en fait, qu'en agilité, les coûts sont revus par itération. Ok. Les coûts sont révisités par itération. Parce que une itération qu'on n'a pas encore commencé, qu'on n'a pas terminée, on ne peut pas réellement savoir ce qu'elle peut nous coûter. Okay. Alors que sur une itération, on prend une itération, on prend tel nombre de ressources, on définit, parce qu'au début de l'itération, naturellement, on connaît les ressources qui vont travailler durant cette itération-là. On sait déjà ce qu'il faut, à peu près ce qu'il faut, parce qu'on connaît ce qu'on veut embarquer dans ce mini-projet-là, dans cette itération. Donc, on définit les coûts pour cette itération. Et à la fin, on inspecte à la fin et on essaie de voir s'il faut augmenter les ressources, qu'est-ce qu'il faut ajuster. Ce qui fait que, en agilité, les coûts sont revus à chaque itération. Ok. Mais en termes de ressources humaines, qui valide les coûts? Quelles sont les différentes fonctions dans un projet agile, par exemple? Alors, ça dépend et ça varie d'un framework à un autre. Mais si on prend le plus populaire des frameworks qui est Scrum, par exemple, on a 3 principales comment je vais dire, accountabilities, comment je pourrais le dire? Responsabilité, voilà. On a 3 principales. T'inquiète pas, t'es un anglophone ici. C'est pas que je suis très anglophone aussi, mais c'est juste qu'on étudie en anglais, du coup on garde les termes en anglais et après c'est un petit peu compliqué de revenir en français. Donc on a 3 principaux responsabilités. On a le Scrum Master, on a le Product Owner et on a les Developers. Tu peux détailler? Alors le Scrum Master, on va dire, c'est le garant du cadre Scrum. C'est celui qui est responsable de s'assurer du bon fonctionnement de Scrum, du cadre qui s'assure que voilà, tout le cadre, les bases de Scrum, tout ce qu'il faut est respecté pour voilà, au sein de l'équipe et tout. Et le product owner, ça va être la personne qui connaît le mieux le produit. Le métier. Quoi. Voilà, qui connaît mieux le métier, qui connaît mieux le produit, qui sait, qui maîtrise les business, la business value du projet, du produit. Ça va être la personne qui connaît vraiment ce qu'il faut faire, quoi, qui connaît le métier, qui sait, qui discute, qui échange constamment avec le client, qui connaît les besoins du client, qui connaît ses attentes, qui connaît ses craintes. C'est la personne qui est le plus proche possible du client.
Et puis, on a les developers. Alors, quand on dit developers, ce n'est pas juste les développeurs d'applications. On va dire, c'est l'unité de production. C'est toutes les personnes qui interviennent dans on va dire, la concrétisation du truc. C'est l'unité de production. C'est pas juste les gens qui développent. Si on prend le cadre d'une entreprise de paysagistes, par exemple, l'unité de production, ce sera les jardiniers, tu vois. Donc, le Scrum Master, le Product Owner, c'est celui qui est proche du client, qui sait quel type de paysage le client il a envie d'avoir. Mais les développeurs, ce sera les jardiniers, les gens qui sont sur le terrain au quotidien, qui font le travail, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Okay. Voilà. Parce que la raison pour laquelle j'ai posé la question du coup, parce que j'en ai certains, y compris moi, qui sont super compliqués. Je vais te demander un truc, tu viens, vu que je suis un perfectionniste, je vais te demander qu'on m'en rajoute un autre, et après, on va certainement dépasser le budget, quoi. Donc, c'est important de voir que dans un projet agile, le budget est contrôlé et qu'il y a des étapes de validation, d'inspection, ainsi de suite. Mais, la méthode agile. Le budget est défini à chaque itération. À chaque itération. Ok. Mais si en fait, si vous avez devant vous un client exigeant, compliqué, qui change constamment les exigences, comment vous allez faire? Alors, moi, ce que je fais, moi. Ah, ok. Ah, j'ai bien compris. Ce que je fais en général, c'est que au tout début, on définit, on sait à peu près ce que veut le client. Par exemple, un client qui nous dit je veux une voiture. Okay. Et que au fur et à mesure qu'il voit que les choses évoluent plutôt pas mal, il se dit tiens, finalement je pourrais avoir un hélicoptère, hein. Tu vois? Ok. Tu vois? Et là c'est juste de recadrer un petit peu les choses. Okay. Parce qu'on est parti sur une base d'avoir une voiture. On ne va pas se mettre à vouloir placer des ailes, voilà. On va pas vouloir placer des ailes ou je sais pas, mettre quelque chose pour que ça flotte sur l'eau pour que ça devienne un bateau. Donc, c'est des choses qu'on définit et qu'on peut se permettre de recadrer au fur et à mesure. Parce qu'une voiture, ça reste une voiture, ça a 4 roues et ça roule. Ok. Et c'est différent d'un hélicoptère qui a des ailes et qui, voilà. Je comprends. T'as parfaitement raison. Le périmètre, quoi. C'est bien de déterminer le périmètre. Mais dans le domaine de la qualité, on a des normes organisationnelles. Par exemple, la norme la plus connue, c'est ISO 9001 version 2015. Et c'est une norme qui donne des exigences, des références par rapport sur comment gérer un système organisationnel. Et c'est une norme qu'on peut appliquer partout dans n'importe quel domaine. Est-ce que l'agilité peut être appliquée dans n'importe quel domaine? Et est-ce qu'il y a des normes de référence qui vont avec l'agilité? Alors, oui. L'agilité peut être appliquée à n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. N'importe laquelle Peu importe. Peu importe. Ok. Ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Même un projet de construction d'un immeuble, par exemple. Même un projet de construction d'immeuble ou de pont. Okay. Ça peut s'appliquer. Il y a pas de limite. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, l'agilité, les gens qui ont mis en place ça, ils ont d'abord travaillé, c'était des ingénieurs informaticiens, ils ont d'abord travaillé dans des entreprises de développement d'applications. Okay. Et donc, c'est là qu'est né. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus l'agilité être utilisée par des commerciaux, par des paysagistes, par exemple. Donc, l'agilité, c'est quelque chose qui peut être, ce n'est pas figé. Ça peut s'adapter à n'importe quel domaine, n'importe quel corps de métier. Ok. Et est-ce qu'il y a une partie innovation dans l'agilité? Parce que je trouve que, par exemple, dans le domaine de la qualité, parmi les exigences, il y a la partie innovation. Mais je vois que si l'agilité, vous travaillez en incrément, en itération, est-ce que ça freine pas un petit peu les processus d'innovation? Parce que non. Ah bon? On va expliquer. Pas du tout. En fait, vous savez, les individus, l'agilité fait plus focus sur la valeur et les individus. Donc, les individus, il y a des gens qui sont vraiment des créatifs. On veut une voiture. Je vais revenir sur le même exemple chaque fois pour garder le même ordre d'idées pour que ce soit bien compris. Donc, on veut une voiture. On sait qu'on veut une voiture qui a 4 roues, mais rien ne nous empêche d'innover. Par exemple, rien ne nous empêche de faire de belles courbes à cette voiture-là. Rien ne nous empêche d'innover, en fait. L'innovation, au contraire, est encouragée. Parce que une équipe qui innove, c'est une équipe qui d'abord se sent à l'aise. Plus une équipe innove, ça veut dire que l'équipe est déjà à l'aise et elle a épousé, elle sait, elle a compris ce qu'elle veut mettre en place et elle peut maintenant se permettre de
on va dire, de rendre, voilà, de waouh-simer la chose. Si le terme existe, hein, elle peut se permettre de waouh-simer la chose. Et donc, c'est preuve, c'est même encourager l'innovation. En agilité, l'innovation est encouragée. Et c'est pour moi, quand je travaille avec des équipes et que je vois que, arrivé à un certain moment, les membres de l'équipe commencent à vouloir innover, à dire, ouais, ça, c'est bien, mais on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Ça, c'est des choses qui m'encouragent parce que ça m'encourage vraiment parce que, à ce stade-là, on sent que l'équipe est engagée. Ça montre l'engagement de l'équipe et ça montre une bonne compréhension du produit de l'équipe. Les gens comprennent ce qu'on veut faire au final. Les gens ont bien compris le périmètre, ils ont bien compris ce qu'on veut mettre en place et ils peuvent laisser libre cours à leur imagination, à leur créativité. Donc, au contraire, c'est bien encouragé. C'est bien encouragé. Ouais. Ah, super, super. Donne-moi une expérience d'agilité. Retour d'expérience. Un projet, une histoire débile, une histoire drôle sur l'agilité. Que ce soit sur la gestion du changement ou sur les mentalités, les gens qui veulent pas adopter à une nouvelle manière de faire, ainsi de suite. Je sais qu'il t'en a. J'en ai tellement je que je réfléchis, je sais pas lequel piocher. Voilà. Ouais. Tellement que j'en ai. Parce que, tu sais, les gens sont naturellement, pas forcément, quand je dis les gens, c'est pas juste les gens, mais on est tous humains. On est naturellement réticents au changement. Ce n'est pas facile d'appréhender un nouveau changement. Quelque chose de nouveau, on est là dans notre confort, on est zen. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui vient pour nous embêter, quelque chose qu'on ne connaît pas de base. On se sent tout de suite embêté. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc c'est naturel, c'est un comportement qui est naturel, c'est humain. Okay. C'est humain. Donc il y a tellement d'expériences, pour ne pas dire quasiment toutes les expériences commencent par cela. Quand vous intégrez nouvellement une équipe, la conduite du changement, vous allez forcément, même si ce n'est pas inscrit dans, voilà, blanc sur noir, vous allez forcément faire une conduite du changement. Parce que c'est une nouvelle équipe. Les gens ont peut-être de l'affinité entre eux. Les gens se connaissaient avant que vous n'arriviez. Vous êtes arrivé soit en tant que développeur, Scrum Master ou Product Owner, peu importe. Mais il y a déjà un lien parmi les gens. Et vous venez, et surtout ce qui est plus compliqué, c'est quand vous apportez les pratiques agiles, quand vous apportez Scrum ou quand vous apportez des pratiques agiles qui est nouveau aux gens. Et ça, c'est un défi au quotidien. Il faut vraiment faire appel à ces soft skills pour arriver à passer ces étapes-là. Mais c'est vraiment quelque chose au quotidien. Je cherche des anecdotes dans ma tête. Donne-moi une anecdote. Mais il y en a tellement que, voilà, il y en a tellement. Alors, j'étais dans une équipe. J'ai intégré une équipe nouvelle, dans une organisation qui n'était pas agile. Donc, ils avaient fait appel à moi pour débuter dans tout ce qui est agilité et tout ça. Et le concept était déjà nouveau. Le concept de l'agilité était nouveau. Les gens, ils travaillaient de leur manière. Et puis, vous venez, vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle tête. Vous venez, vous apportez des nouvelles pratiques. Vous leur dites, il faut faire un daily tous les matins. Mais encore un autre terme, un daily. Moi, je connais ce que c'est qu'un daily. C'est alors, quoi un daily? Un daily, c'est une réunion quotidienne, c'est ça? Oui, mais pas vraiment réunion dans le sens de formalisme. Oui. Mais on va dire c'est un checkpoint. C'est un checkpoint. Je peux checkpoint. Alors, c'est un une checkpoint. Revue, peut-être. Une revue journalière ou bien... Bon, je te laisse. Je sais pas s'il faut l'appeler revue journalière, mais on va dire c'est un checkpoint. Le bon mot, c'est checkpoint. OK. On va l'accepter comme ça. Donc, c'est un checkpoint matinal pour voir, en fait, la lancée sur laquelle on est. Est-ce qu'on est proche? Est-ce que chaque jour, on est en train de faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif de l'itération, l'objectif qu'on s'est fixé au début de l'itération. Okay. Donc, c'est cette petite séance-là qui dure pas plus de 15 minutes pour voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'on a des blocages qu'il faut lever, est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans la bonne direction pour atteindre ce qu'il faut. Donc, vous venez, vous leur dites, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce checkpoint matinal, vous leur dites, écoutez, tous les matins, on va faire un checkpoint matinal. En fait, c'est comme si vous apportez votre veto
comme si vous venez leur dire, vous faites pas bien votre travail, donc il faut le faire maintenant. Comme on va ça. vous babysiter voilà. tous les jours. On va vous babysiter tous les jours, on va voir si vous faites bien votre travail et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, avec cette équipe-là, c'était vraiment, on va dire, c'était le plus challengeant des équipes que j'ai eu à coacher, que j'ai eu à accompagner, parce que il me fallait au quotidien expliquer, mais vraiment expliquer à chaque personne de l'équipe pour que chaque personne puisse comprendre c'est quoi l'importance d'un daily, d'un checkpoint matinal, pourquoi est-ce qu'on le fait et dans quelle mesure est-ce qu'elle nous aide vraiment à être plus productifs et à atteindre l'objectif d'itération, l'objectif de sprint quand c'est défini. Et donc il y avait ça, il y avait plein d'autres petits trucs toujours par rapport à l'agilité, il fallait expliquer pourquoi est-ce qu'à la fin d'une itération, il fallait faire une rétrospective, c'est-à-dire il fallait se retrouver pour voir comment est-ce qu'on a bien travaillé, comment est-ce que le travail a été fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui manque, quels sont les blocages, les choses qui manquent qu'il faut améliorer, des choses qu'on fait qu'on doit plus faire, qu'on est tous d'accord que ça nous aide pas vraiment à aller de l'avant, on doit vraiment les laisser tomber, les nouvelles choses qu'on doit faire pour nous aider à aller de l'avant. Il a fallu du temps. Mais il a fallu beaucoup de temps pour expliquer à chaque membre, pour que chaque membre de l'équipe comprenne que voilà, ce n'est pas pour babysitter ou ce n'est pas pour dire vous ne faites pas bien votre travail, on va vous amener quelqu'un qui va vous surveiller, mais c'est justement dans l'optique de faire mieux, de faire bien les choses que voilà, ces pratiques sont là. Mais bon, finalement, heureusement, fort heureusement, voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais je ne vais pas avoir la prétention de dire que ça se passe toujours bien dans toutes les équipes. Voilà. Et t'as raison, parce que le concept est nouveau. L'agilité, c'est vraiment un nouveau concept. Et peut-être pour nous, les jeunes, je pense pas que les jeunes auront du mal à l'adopter. Parce que de nature, on est ouvert, on est créatif, on est optimiste, on prend des risques. Mais ça dépend. Non, d'habitude, en moyenne, en général. Mais souvent dans les entreprises, parce que c'est pas loin de la qualité. Hein. Qualité aussi, il y a beaucoup de procédures, de manières de faire, de mise à niveau des compétences. Et d'habitude, je vois que ce sont les personnes âgées qui sont les plus réticentes en fait, parce que elles se forment pas, et elles sont dépassées par la révolution numérique, par le changement évolutif du monde. Et toi aussi, la fin est proche en quelque sorte déjà. Elles se disent bientôt je vais prendre ma retraite, je veux pas qu'on me fatigue, laissez-moi tranquille. Je travaille ainsi pendant des années, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Mais les jeunes, d'habitude, ça se passe nickel, hein, tranquillement. Bon, ça, c'est mon expérience personnelle. Je sais pas pour toi. Maintenant, est-ce que vous avez une association, ou bien un club, ou bien une conférence que vous faites pour parler de l'agilité? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place sur le continent pour populariser, pour vulgariser les pratiques agiles. Alors, la première, c'est le réseau Agile Africa. Donc, c'est un réseau qu'on a mis en place, un réseau qui regroupe les experts, mais pas seulement les experts africains, ceux qui sont de la diaspora, et aussi des experts internationaux, tout simplement, qu'on invite des fois pour échanger, pour partager leur expérience, leurs outils qu'ils utilisent au quotidien pour être plus productifs. Et donc, on a Agile Africa, une communauté, une très belle communauté, hein, une grande communauté, okay. Belle et grande communauté. Pourquoi belle? Une belle communauté parce que... Comme si vous avez des filles belles, c'est ça, je taquine. Oh non! Oh non, pas du tout, c'est vraiment pas du tout dans ce sens-là. Pas du tout. J'ai vu que t'as accentué sur le mot belle pendant plusieurs fois. Oui, quand je dis belle communauté, c'est que je revois l'ensemble des profils qu'on a dans la communauté et je me dis, intérieurement, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Et c'est pour ça que j'insiste sur belle communauté. Oh, mais non. Que je vous invite à rejoindre, c'est agileafrica.net. Ouais. Donc c'est agile, Agile, Africa,
.net. De Voilà. toute façon, on va mettre toutes ces références dans les show notes comme d'hab. D'accord. Donc c'est une communauté que je vous invite à rejoindre. On partage l'expérience. C'est entre, il y a pas de, on va dire, il y a pas de niveau dans cette communauté. Il y a pas de débutants, il y a pas d'experts. On est tous là, on apporte nos problèmes au quotidien, des problèmes que nous avons dans la vie active, au travail. Quelqu'un qui vient de démarrer dans l'agilité peut venir poser des questions sur comment est-ce qu'il faut faire ça. J'ai une équipe, j'ai tel challenge à mon équipe, comment est-ce qu'il faut faire, voilà. Et on a avec le cabinet Atypique Digital, dont vous avez invité le CEO Alex Baguidi une fois déjà, on est en train d'organiser une conférence, qui s'appelle le Agile Tour. Les Agile Tours, c'est des conférences qui se font déjà un petit peu partout dans le monde, dans les grandes villes du monde, qui se font un petit peu partout à Bruxelles, Osaka, Londres, Paris. C'est des conférences agiles qui se font déjà un petit peu partout. Et l'objectif des Agile Tours, c'est de justement populariser le mindset agile. C'est de rendre l'agilité accessible à tout le monde. C'est de dire, il y a telle pratique, on a des pratiques qui peuvent nous permettre d'éviter la procrastination. Parce que, voilà, on sait que c'est un gros fléau. Beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont des ambitions, mais on a souvent tendance à souvent remettre à demain, alors en se servant de l'agilité, on peut, au lieu de remettre, chaque jour faire une petite brique. On peut faire de chaque jour une itération et chaque jour rajouter une petite brique à cet objectif-là qu'on veut atteindre et finalement, voilà, on l'atteindra. Donc, on a ce Agile Tour-là qu'on essaye d'amener ici pour la première fois en Afrique de l'Ouest, pour populariser les mindsets agiles, pour accompagner les professionnels, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de professionnels qui sont en reconversion, qui veulent changer de métier, des chefs de projet classiques, qui se reconvertissent en product owner ou en scrum master, ou même en coach agile. Donc l'objectif des Agile Tours, c'est de les accompagner. C'est d'accompagner ces gens-là, les amoureux de l'agilité qui veulent découvrir ce que c'est que l'agilité, qui veulent apprendre plus sur les pratiques de l'agilité. Des étudiants et bien même des étudiants qui ont entendu parler de l'agilité en classe, par exemple, qui veulent vraiment venir échanger avec les professionnels, les experts du domaine, savoir comment est-ce qu'ils font usage de l'agilité au quotidien, comment est-ce que ils aident. Moi, par exemple, je serais là pour parler de l'agilité, comment est-ce que je fais usage de l'agilité au quotidien pour réussir mes allaitements exclusifs, etc. Okay. Pour les mamans actives que ça intéresse. Okay. Pour les mamans actives que ça intéresse. Donc, lors de ces conférences-là, on va vraiment populariser, on va beaucoup parler de l'agilité, on va aller vers l'essentiel. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'agilité au quotidien? Et on va aussi discuter avec les entreprises, accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale. Parce que la transformation digitale aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est un phénomène plus que nécessaire. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire, c'est capital pour toutes les entreprises d'amorcer cette étape-là de transformation digitale. Il y en a qui ont déjà commencé. Il y en a qui n'ont pas encore commencé, mais qui sont dans la réflexion. Et l'idée, c'est de leur dire, écoutez, nous sommes là. Vous avez des experts locaux et qui sont accompagnés par des experts internationaux qui peuvent vous assister tout au long de ce processus. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul. Vous n'avez pas aussi, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Vous avez l'expertise sur place. Vos frères, c'est vos frères sénégalais, africains, qui sommes là, nous sommes là avec l'expertise qu'il faut et nous sommes là pour vous accompagner tout au long de ce processus-là. Super. Parce que le défi n'est pas pareil quand c'est une entreprise africaine et qu'une entreprise européenne. Donc l'environnement déjà n'est pas pareil, donc naturellement le défi ne peut pas être pareil. Donc nous sommes des Africains, on va dire, je dirais pas maîtriser l'environnement africain, mais on s'y connaît. On sait comment ça se passe. Si. Et nous sommes disposés à vraiment accompagner les entreprises, accompagner les professionnels, accompagner les amoureux qui veulent découvrir ce que c'est. Et donc, c'est pour cela que nous organisons les Agile Tours qui se dérouleront le 26 novembre. Le 26 novembre. 26 novembre. C'est un samedi?
au Radisson Blu. Comment les gens pourront s'inscrire? Vous avez une plateforme? Il y a un site web agiletourdakar.org. On va partager ça Voilà, aussi. donc il y a un site web Agile Tour Dakar. Vous pourrez vous inscrire là-dessus. Et voilà. Et aussi, si vous avez si vous avez besoin de plus d'informations, en fait, il y a notre page LinkedIn. Atypic Digital Services, sur la page LinkedIn d'Atypic Digital Services, vous pouvez poser des questions et même sur le site, vous pouvez envoyer un message pour échanger, voilà. Super. Maintenant, on va mettre toutes ces références dans les show notes et n'hésitez pas à aller découvrir tous ces sites. Il y a un point que j'aimerais aussi discuter avec toi, c'est les liberating structures. Les structures libératrices. Si on peut le traduire comme ça. On peut le traduire comme ça. C'est pas traduisible, hein, c'est pas forcément traduisible. Mais j'ai eu à participer à un de vos ateliers numériques et ça m'a vraiment marqué. Le fait que il y a une boîte à outils, vous sortez, expliquez, c'est quoi? C'était les cliniques du digital. Les cliniques du digital. C'est quoi les liberating structures? Leur utilité. Alors, si tu me le permets, je vais d'abord expliquer ce que c'est que les cliniques du digital et puis ensuite je vais expliquer ce qu'on y fait, notamment les liberating structures. Ouais. Alors, les cliniques du digital, c'est comme une clinique. Vous savez, quand on a un mot, on a un truc, on va à la clinique pour faire un check de ce qu'on a. Même quand on n'est pas forcément malade, on y va pour faire un check. Et ceux qui sont malades, ils vont pour, essayer de trouver une solution. Donc, ce concept-là, c'est un concept qui existe déjà au Canada, qu'on a ramené ici, à Dakar. C'est des professionnels qui échangent, c'est une sorte d'afterwork où les professionnels se rencontrent pour discuter, échanger sur comment, dans leur vie quotidienne de professionnels, comment animer des réunions plus productives, comment échanger sur des solutions, échanger sur des problématiques. Voilà, on est seul, on peut être seul dans son coin et avoir sa problématique, mais vraiment lors des cliniques du digital, c'est une occasion, c'est une porte ouverte pour vraiment discuter avec d'autres experts du domaine qui sont dans le monde professionnel comme nous pour vraiment échanger. Et lors des cliniques du digital, on fait beaucoup. Ouais. On fait beaucoup d'usage. J'ai aimé cette partie-là, liberating structures. Alors, vous allez, dans ce cas, vous allez aimer. Speed dating, quoi. Vous allez aimer venir aux Agile Tours parce que, justement, lors des Agile Tours, on fera beaucoup de liberating structures. Les liberating structures, c'est une sorte de jeu, hein. C'est comme des jeux, des cartes, avec des cartes. On a plusieurs cartes. 32 pour être précis. Donc, on a 32 cartes. Et chaque carte, en fait, c'est comme un mini-jeu. Où voilà, on a quelque chose qui nous explique. Si je prends l'exemple du Troika Consulting, c'est une carte de liberating structure où on est 4 par exemple, et une personne se met devant, il explique, il a une problématique, il a un problème, il explique le problème aux 3 autres personnes, et les autres font du consulting. C'est pour ça qu'on l'appelle Troika Consulting. Donc les autres font du consulting pour essayer d'apporter une solution au problème de cette personne-là. Donc il y a ça, on a le 1, 2, 3 networking. C'est une carte des liberating structure qui permet de faciliter le réseautage. Vous savez, quand on va dans une réunion, on organise une réunion, on va dans une réunion pour la première fois. Les gens ont tendance à souvent être timides, à rester dans leur coin, à ne pas forcément parler. Isolé. Voilà. Et le 1, 2, 3 networking, c'est quelque chose qui va permettre au groupe de facilement networker, de facilement interconnecter les gens pour libérer la parole de chacun, on va dire. Voilà. Donc, on va peut-être prendre 1 minute et demander aux gens de se présenter, de former de mini-groupes, échanger entre eux et après, voilà, de partager ce sur quoi ils ont échangé. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'activités, c'est 32 activités. Même, on va partager les liens où ils pourront acheter les cartes, là. Voilà. Et même, il y a une application mobile pour les liberating structures sur Apple, sur App Store, et sur App Store, sur App Store. Android. Ah, voilà, sur Android aussi, je crois. Vous tapez liberating structures. Non, moi, j'ai aimé, ouais. Parce que ce que j'ai aimé, c'est la spontanéité, la simplicité, l'interaction. En fait, ça te donne une excuse de t'ouvrir. Tu vois, parfois, tu vas dans des événements, t'es là dans ton petit coin, tu parles avec personne. Parce que tu veux pas déranger personne. Mais quand on dit, il est temps de jouer, venez, qu'est-ce qu'on va jouer? On apprend à se connaître. C'est du réseautage simplifié. C'est du réseautage simplifié. Et c'est des jeux ludiques qui permettent aux gens d'interconnecter et d'apprendre en même temps. Surtout ça. Je ressentis ça. Et
On en fera beaucoup, on en fera énormément lors des Agile Tours. Donc je vous invite à venir massivement aux Agile Tours le 26 novembre au Radisson Blu. Okay. L'inscription est en ligne sur notre site web et voilà, on fera beaucoup de Liberating Structures. Juste quelques questions avant qu'on boucle. C'est des questions personnelles. Peut-être une ou deux. Quelles sont les leçons que vos enfants vous ont apprises? Wow. En quelques minutes, parce qu'on a que 5 minutes. Alors, quelles sont les leçons que mes enfants m'ont appris? Ils m'apprennent toujours, ils m'apprennent toujours des leçons au quotidien. Mais c'est vraiment que, en tant que parent, on n'est pas parfait. On a envie de donner le meilleur, mais on ne pourra jamais être parfait en tant que parent. Parce que dans la nature de l'être humain, on n'est pas parfait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de donner le meilleur au quotidien. Et puisque nous œuvrons pour eux, nous œuvrons pour eux, on va dire, c'est eux nos clients, c'est d'être tout le temps à l'écoute, c'est d'être tout le temps à leur écoute. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas là pour les imposer quoi que ce soit. Nous sommes là pour eux en tant que guide. C'est comme ça que je conçois la chose. Nous sommes là pour eux en tant que guide, pour les guider sur ce chemin de vie qu'ils vont parcourir. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est ce que je peux dire. Super. Et quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence? Ça, c'est une grande question. Je sais, je pose de grandes questions, moi. C'est vraiment une grande question. Quelle influence est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde? Écoutez, je ne sais pas si on peut l'appeler influence. Mais impact, alors. Impact, oui. Je sais pas si on peut lui donner, parce que pour moi, influence, impact, c'est genre, waouh! Non, pas forcément. Mais pas forcément, justement, pas forcément. Moi, les choses qui sont importantes, c'est que nous revenons, chaque personne, chaque être revienne à qui elle est, à sa valeur, à ses valeurs et à sa nature intrinsèque. Parce qu'il y a qui nous sommes par rapport à l'environnement et il y a qui nous sommes réellement. Et je crois que la nature, elle est tellement bien faite que si nous revenons à qui nous sommes réellement, nous, en tant qu'êtres, ce serait le paradis, ce serait le bonheur. J'aurais compris. Mais je vais faire semblant de comprendre. De comprendre. Ça a l'air d'être profond, mais je vais faire semblant de comprendre. En d'autres termes, soyez authentique, c'est ça? Oui. En d'autres termes, authentique, ce n'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, mais soyons nous-mêmes. Ok. Que chaque personne soit soi-même. Et soi-même, ça peut être, vous savez, on peut se dire, soi-même, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, mais soi-même, c'est cet appel qu'on a au fin fond de nous. C'est ça qu'il faut extérioriser, c'est c'est cette chose à l'intérieur de nous qu'il faut laisser, voilà, briller. Parce que c'est ça notre être, c'est ça qui nous sommes réellement. Et je crois que chaque personne a ça à l'intérieur de soi. Et l'impact que je vais laisser dans ce monde, c'est justement aider. Si je peux aider, accompagner d'autres êtres comme moi à se découvrir, à se laisser aller, à être qui ils sont réellement, ce serait le bonheur pour moi. Et donc c'est même pour ça que j'ai fondé Vino, pour accompagner les mamans, voilà, sur leur chemin. Super. Et voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Oui. En tout cas, merci Abigail. C'est fut un plaisir. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup apprécié notre discussion, notre conversation. Partagé. Et je ferai tout pour venir à votre Agile Tour. Eh bien, on vous y attend. Faire encore de nouveaux Liberating Structures. J'aime bien le terme aussi. Ça fait un peu... Ça fait un peu English, quoi. Oui, Liberating Structures. Tu vois, un peu, c'est sexy, quoi. Tu vois, un peu. Et je vais venir juste pour utiliser les termes devant les filles. Après, je retourne. Non, je blague. En tout cas, c'est fut un plaisir. Si on peut être utile, n'hésitez pas. Et comment les gens pourront entrer en contact avec toi, les gens qui nous écoutent? Bon, on va mettre toutes les show notes, toutes les références dans les show notes. Mais est-ce que vous avez un compte Instagram, LinkedIn? Comment les gens pourront entrer en contact avec vous? Alors, sur LinkedIn, je suis, vous tapez Adjo Abigail Yet Akapo et vous me verrez. Vous verrez ma vilaine face. Sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, vous taperez Bébé Vino. Bébé Vino, ok. Bébé Vino, et voilà, vous me verrez, je parle beaucoup de mes passions, je parle beaucoup de l'allaitement, de la maternité, de la parentalité, je parle aussi un petit peu de l'agilité.
Super. Voilà. Un dernier mot pour les gens qui nous écoutent. Un dernier mot, c'est venez aux Agile Tour Dakar, on vous y attend, on fera beaucoup de liberating structures. Liberating structures. Liberating structures. Bon, ça suffit maintenant. Eh bien, venez, on vous y attend. Venez découvrir ce que c'est que l'agilité. Venez échanger avec les experts agilistes du monde entier. Venez écouter ces experts-là, partager leur expérience, leurs outils, networker avec eux aussi. Et aux entreprises, je dirais, venez nous sommes là. Venez, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner tout au long de votre processus de transformation digitale. Merci beaucoup, Merci. Abigail. Merci à tous, à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est fut un plaisir. Merci de nous avoir donné votre précieux temps. Et on est reconnaissant pour cette opportunité, l'opportunité de partager toutes ces connaissances avec des personnes exceptionnelles, de pouvoir mettre ces discussions sur YouTube et de pouvoir les partager avec vous pour que nous tous, nous puissions apprendre des uns et des autres. Donc, notre but, c'est tout simplement d'inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. C'était avec Abigail Akakpo. Je vais dire le nom. Peace and love. We out. Bye. Soyez atypique.